Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette section-ci, là, c'est le début de la section S05. Euh, donc, voilà. Donc, avec la section S05, ça commence la deuxième partie là, du livre là, qui est divisé en 5 parties. Puis, ça, en fait, c'est le début du chapitre 3. Puis, dans ce chapitre-là, on va commencer à voir là, la gravitation, hein, donc la force de gravité. Dans la première partie là, de la section S05, ça va être un peu l'introduction de ça. Donc, qu'est-ce qui a mené un peu, si vous voulez, à la découverte de la gravité. Mais c'est seulement à la deuxième partie, là, dans la petite vidéo qui s'appelle S05B, qu'on va véritablement voir là, les lois de Newton avec la force de la gravité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé historiquement. Puis, en fait, la compréhension de la force de gravité est venue par l'étude des mouvements des planètes hein, qui étaient en orbite autour du Soleil. Donc, rendu à cette époque-là, on est vers 1600 environ. Donc, là, les gens avaient compris là, que bon, c'est le Soleil qui était au centre du système solaire, puis que les planètes étaient en orbite autour. Ben, je dis tout le monde avait compris, c'était pas encore clair. C'était encore un petit peu, c'était pas clair pour tout le monde. Vous allez voir dans ce cas-ci. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est par l'étude de l'orbite des planètes autour du Soleil que la compréhension de la gravité est arrivée, historiquement. Ça fait que l'histoire commence avec un monsieur qui s'appelait Tycho Brahe. Okay? Et Tycho Brahe, c'était vraiment là un excellent observateur. Okay? Il était très 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 bon, il était très minutieux, il était très patient. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait à mesurer la position des astres errants dans le ciel, la position des planètes dans le ciel, avec une précision qui était de quelques minutes d'arc seulement. Okay, donc une minute d'arc, là, je rappelle, c'est 1/60 de degré. Donc il était très 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 précis. Et comment il faisait pour être si précis que ça? Ben c'est parce qu'il y avait quand même du bon matériel. Ok, il faut quand même dire que lui c'est un membre de la noblesse, donc il avait quand même beaucoup d'argent. Okay? Et ça l'intéressait beaucoup là, les planètes, l'astronomie, tout ça. Donc lui, ce qu'il s'avait fait, c'est qu'il s'était fait construire une espèce de manoir, château, villa un peu spécial qui s'appelle Uraniborg. Puis c'était vraiment construit dans le but là, de justement pouvoir observer les étoiles. Donc il y avait plein de fenêtres dans sa maison. Il y avait des petits balcons sur lesquels il pouvait sortir des petites parties du toit comme ça qui s'ouvraient là, pour bon, ça aller observer plus bien comme il faut là, avec des pouvoir regarder entre les directions, genre de petites pièces comme ça. Donc c'est ça, fait que c'est sûr qu'il était bien équipé pour observer ça. Et il y avait aussi il utilisait des rapporteurs d'angle géants. Donc comme vous le voyez ici sur l'image qui est ici, c'est lui qui est là, puis il est justement là comme dans une espèce de gros rapporteur d'angle géant. Fait que c'est sûr que si vous avez un énorme rapporteur d'angle, ben ça va peut-être vous aider à avoir une meilleure précision. Fait qu'en tout cas, c'était juste vraiment des objets comme ça qui étaient à grande échelle. Mais ce qui est quand même cool, c'est que il y avait vraiment aucune technologie actuelle. Là. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de télescope, rien de ça. Il n'y avait pas de trucs guidés automatiquement par laser ou par GPS. C'était vraiment juste des instruments qui étaient relativement de base, là, des instruments rudimentaires, là, des morceaux de bois, des tiges métalliques, des genres de gros rapporteurs d'angle géants. Fait que c'était rien de trop technologique. Mais malgré ça, il a réussi à prendre des mesures qui étaient vraiment très 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 bonnes. Donc, en fait, là, il y a comme de nos jours, là, quand on regarde historiquement les accomplissements que les gens ont fait, ben Tycho Brahe c'est considéré comme étant le meilleur observateur de tous les temps. C'est-à-dire que c'est lui qui a réussi à prendre des mesures qui étaient c'est comme toute proportion gardée, c'est lui qui a réussi à prendre les mesures qui étaient les plus précises pour l'époque dans laquelle il vivait, puis avec la technologie à laquelle il avait accès. Fait en tout cas, c'est un très 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 bon observateur. Puis il a pris des mesures vraiment très 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 précises. Okay? Puis ce qui est arrivé, c'est que on peut dire que son succès lui a monté un petit peu à la tête. C'est que oui, il savait qu'il était, il était pas con, là, il savait qu'il était très bon pour prendre des mesures. Puis il était vraiment très 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 précis. Okay. Mais à un point tel que c'est un petit peu monté à la tête, puis à cette époque-là, justement, les gens savaient pas trop là
quel modèle était le bon pour l'orbite des planètes autour du Soleil. En fait, les gens se demandaient, c'est-tu le modèle géocentrique qui est bon, c'est-tu le modèle héliocentrique, c'est-tu la Terre qui est au centre avec le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est-tu le Soleil qui est au centre avec la Terre qui tourne autour. Les gens étaient un petit peu mélangés, ils savaient pas vraiment. Puis ce qui arrive, c'est que dans le modèle de Copernic, qui disait qu'il y a le Soleil au centre, puis la planète Terre tourne autour du Soleil, dans ce modèle-là, il y avait une prédiction théorique là, qui disait que quand on observe des étoiles, on devrait être capable de noter le changement de position apparente des étoiles qu'on appelle la parallaxe annuelle. On en avait déjà parlé dans des sections précédentes. C'est sûr que dans la vraie vie, cet angle-là, ce sont des angles de la parallaxe annuelle, c'est des angles qui sont extrêmement petits. D'ailleurs, si vous vous en rappelez dans l'équation, c'est pour ça qu'on avait l'équation est faite là, avec des angles qui sont notés en secondes d'arc. Puis des secondes d'arc, c'est des 3600e de degré. On a fait ces unités-là justement parce que dans la vraie vie, là, quand on mesure des vrais angles de parallaxe annuelle, c'est des angles extrêmement petits. Okay? Fait que ce qui est arrivé, c'est que même Tycho Brahe, même malgré le fait qu'il avait son petit château spécial avec tous ses instruments puis qui était comme très précis, malgré ça, il n'était pas capable de mesurer les angles à parallaxe annuelle. Même quand il essayait de les mesurer, là, il mesurait rien, il mesurait toujours 0 degré. Okay? Fait que lui, c'est comme convaincu que il disait, tu sais, si moi-même je suis pas capable de mesurer ces angles-là, là, puis que, tu sais, je le sais que je suis très précis, puis tout le monde me dit que je suis super bon dans ce que je fais, je suis super précis. Fait que si moi-même je suis pas capable de mesurer ces angles-là des parallaxes annuels, ben peut-être parce que tout simplement il y en a pas. Fait que lui, il s'est mis à penser que ce modèle-là, c'était pas bon. Okay? Lui, il disait, si la Terre tourne autour du Soleil, il me semble que je serais capable de mesurer ces angles-là, puis là, je suis pas capable. Okay? Fait que lui, il a inventé comme un nouveau modèle, qu'on parle pas vraiment, qui est pas très populaire, là, qui est comme un espèce de mix là, entre le modèle géocentrique puis le modèle héliocentrique. Donc, dans le modèle géocentrique, c'est vraiment la planète Terre qui est au centre, et tous les autres astres errants tournent autour. Dans le modèle héliocentrique, c'est le contraire, c'est le Soleil au centre, puis tout tourne autour du Soleil. Et dans le modèle un peu hybride de Tycho Brahe, lui, il imaginait ça comme ça. Okay? Donc, lui, il imaginait que il y avait la Terre qui était au centre, qui est représentée par le petit point fixe là, que vous avez là. Et il imaginait que le Soleil est en orbite autour de la Terre. Okay. Fait qu'à ce niveau-là, c'est plus comme une espèce de modèle géocentrique. Mais il n'est pas totalement géocentrique, parce que dans le modèle géocentrique, tout tournait autour de la Terre. Mais vous voyez dans le modèle de Tycho Brahe, quand même, les autres astres errants tournent autour du Soleil. Fait que c'était vraiment bizarre. C'est comme si dans son modèle, il reconnaissait, parce qu'à cette époque-là, on avait observé des trucs comme les phases de Vénus, par exemple, qui prouvaient que Vénus tournait autour du Soleil. Fait que c'est comme si il avouait, là, il reconnaissait que toutes les planètes tournaient autour du Soleil, mais comme il était peut-être un peu frustré de ne pas être capable de mesurer les angles de parallaxe annuels, il disait non, moi je pense que là, la Terre, elle bouge pas. Fait que coudonc, la Terre, elle bouge pas, elle est au centre, le Soleil tourne autour de la Terre, puis toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Fait que lui, c'est comme ça qu'il voyait ça. Okay. Fait que c'est ça. On n'en parle pas vraiment de son modèle, parce que, ben évidemment, il est totalement faux. Okay. Puis il est pas... c'est ça, il y a des petits trucs qui marchaient pas avec son modèle. Okay. Fait qu'en tout cas, mettons que tu sais, on peut pas être bon dans tout, là. Fait que Tycho Brahe, lui, il était très bon, il était même excellent, mais pour prendre des mesures. Okay. Pour mesurer de manière très précise la position des astres errants et des planètes dans le ciel. Alors que pour faire des théories, ben là, on repassera. Cette théorie était pas vraiment très bonne. Okay. Mais c'est correct, hein, on peut pas avoir tous les talents. Et en contrepartie, il y a un autre monsieur dans notre petite histoire là, qui s'appelle Johann Kepler. Donc lui, c'est un petit peu l'inverse. Okay? Lui, c'était un excellent théoricien. Donc il était très bon pour comme visualiser les données dans sa tête, avoir un petit peu, tu sais, faire des calculs mentaux, tout ça, être capable de voir des liens qu'il y avait entre les chiffres. Je vais vous en montrer un exemple dans avant la fin de cette vidéo aussi. Fait que ça, lui, était très bon pour comme inventer des théories. Mais il était probablement pas très bon pour faire des observations. Il est sûr qu'il était pas, il avait pas les mêmes instruments que Tycho Brahe, puis il avait peut-être pas la patience, puis le doigté, puis bon, c'est ça. Il était pas nécessairement bon pour prendre des mesures, mais c'est pas grave, ok? Parce que dans la vie, même si c'est pas tout le monde qui est bon dans tout, quand les gens s'entraident, mais ça permet de faire des grandes réalisations. Puis ça, c'en est un bel exemple là, où ce qu'on a un peu le côté, si vous voulez, expérimental de la science, donc quelqu'un qui prend des très bonnes mesures, fait équipe, là, puis partage ses résultats avec quelqu'un qui est très bon en théorie. Donc ça donne quelque chose de... Ça a donné quelque chose que vous allez
qu'on va voir dans quelques instants, qui s'appelle les trois lois de Kepler. C'est vraiment comme ça, avec cette espèce d'union-là, cette espèce de collaboration-là, qu'on a réussi à vraiment là, faire un très très grand pas dans les connaissances, puis de comprendre vraiment là, une bonne fois pour toutes comment les planètes étaient en orbite là, autour du Soleil. D'ailleurs, il existe une petite une statue là, qui représente les deux hommes, hein, Tycho Brahe à gauche ici, puis Kepler à droite. Puis est drôle un peu cette statue-là, c'est quand même assez un peu comme cliché, là, tu sais, Tycho Brahe, lui, dans ses mains, il a le compas, fait que ça veut vraiment dire que lui, c'était le gars, là, tu sais, qui était bon pour prendre les mesures, puis à droite, on a Kepler, qui lui, a le parchemin dans ses mains, donc lui, tu sais, il était bon pour écrire des formules, faire des calculs plus théoriques, tout ça. Donc, en tout cas, c'est ça, fait que c'est une belle statue, là, qui immortalise un peu, là, l'espèce de collaboration là, puis d'entraide qu'il y a eu entre ces deux grands hommes là. Et ben c'est ça. Donc en faisant ça, donc en prenant en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un peu avant de mourir, là, Tycho Brahe a juste dit, ben, donnez toutes mes données à Kepler, parce qu'il avait entendu parler de lui, puis il dit, ah, je sais qu'il a l'air d'être bon pour, analyser des calculs, faire des théories, tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis justement, en prenant ces belles données-là, qui étaient toutes bien consignées, toutes précises, ben là, Kepler a réussi à comprendre, enfin, une bonne fois pour toutes, comment les planètes étaient en orbite autour du Soleil. Puis, il y a, aujourd'hui, ce qu'on apprend, là, c'est que il y a moyen de transmettre ça en élaborant ce qu'on appelle les trois lois de Kepler. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant, les trois lois de Kepler. La première loi de Kepler, c'est dans le fond, ça concerne la forme des orbites. Okay? C'est en fait de comprendre que l'orbite des planètes autour du Soleil, ce n'est pas des cercles parfaits, ce sont plutôt des ellipses ou des ovales, si vous préférez, comme vous voyez ici. Okay? Donc ça a peut-être l'air comme un peu bizarre de dire que ça c'est une des lois de Kepler, tu sais, comme on se dit ouais, il me semble que c'est pas grand chose là, comparativement mettons aux trois lois de Newton ou quelque chose comme ça. Ben ça a peut-être l'air d'être pas grand chose, mais c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Okay? Parce que imaginez là, avant Kepler, tout le monde qui l'avait précédé croyait tous que les orbites des astres errants c'était uniquement des cercles parfaits ou des combinaisons de cercles parfaits. C'était vrai dans le modèle de Ptolémée, c'était vrai dans le modèle de Copernic. Copernic disait que le Soleil était au centre, que toutes les astres errants tournaient autour du Soleil, mais toujours sur des cercles parfaits. Okay? Et en tout cas, Kepler, c'est le premier qui a compris que non, c'était pas des cercles parfaits, c'était des orbites qui étaient elliptiques. Okay? C'est sûr qu'une ellipse, mathématiquement, c'est un petit peu plus difficile à décrire qu'un cercle. On va le voir avec les équations qui vont arriver dans quelques instants. Mais c'est ça, c'est véritablement comme ça que les planètes sont en orbite autour du Soleil. Donc juste pour parler un petit peu d'une ellipse, okay, c'est quoi une ellipse comparativement à un cercle? Ben c'est ça, la définition d'un cercle, évidemment, c'est assez simple. La définition d'un cercle, c'est tout simplement là, défini par l'ensemble des points qui se trouvent à égale distance d'un autre point. Fait que si vous avez un point qu'on définit comme étant le centre d'un cercle, ben on se dit, mettons, tous les points qui sont situés à égale distance de ce point-là. Fait que mettons le point qui est ici, le point qui est ici, ici. Ici, c'est tous des points qui sont situés exactement à la même distance de notre centre. Et évidemment, si on relie ensemble tous ces points-là, ben ça va former un cercle. Donc un cercle, pour le définir, c'est simple. On n'a seulement qu'à définir son rayon. Fait que si on connaît la position du centre d'un cercle, la position de son rayon, on est capable de tracer tous les points, puis bon, c'est pas sorcier, là, on sait comment ça fonctionne un cercle. Okay. Pour une ellipse, donner une espèce de définition mathématique de ça, c'est un petit peu plus difficile. Okay. Puis, mais il y en a une. Okay, c'est qu'en fait, une ellipse est définie, oui, on peut définir un centre de l'ellipse, mais c'est surtout défini par ce qu'on appelle ces deux foyers. Et tous les points qui sont situés là sur l'ellipse, c'est l'ensemble des points dont la somme de la distance aux deux foyers est égale à une constante. Donc un petit peu plus difficile à comprendre, mais c'est ça que ça dit. Donc ça veut dire que prenez n'importe quel point sur une ellipse, tracez deux lignes qui rejoignent chacun des deux foyers, et si vous faites la somme de ces deux distances-là, ça va toujours donner quelque chose qui est une constante. Donc une façon de tracer une ellipse, c'est de prendre là, par exemple deux points fixes, là, que ça peut être deux punaises par exemple qu'on plante dans un carton, quelque chose comme ça. On prend une corde qui est attachée à chacune de ces deux punaises-là, on prend un crayon, puis on parcourt là, une feuille de papier si on veut, puis on s'arrange tout le temps pour que notre corde soit tendue.
Okay? Fait que c'est sûr que si on fait ça, ben la corde, elle a une longueur qui est fixe. La longueur de la corde ne va pas changer pendant que vous allez tracer votre ellipse. Donc, tous les points que vous allez tracer quand la corde est tendue, c'est tous des points qui vont être situés à des endroits qui va faire en sorte que la somme de la distance jusqu'aux deux foyers va être égale à une constante, c'est sûr, parce que la somme de la distance entre la mine de votre crayon puis les deux foyers, ça va être égal à la longueur de la corde, qui va être une constante. Fait que ça, c'est une façon de tracer une ellipse parfaite, si vous voulez, là, en fixant deux foyers, en reliant ça par une corde, puis en se déplaçant comme ça pour tracer l'ellipse. Okay. Ici, j'en ai trouvé une petite animation qui vous montre un petit peu ça. Je vais peut-être juste changer la couleur de mon pointeur. Je vais mettre noir, tiens. Okay. Donc, j'ai trouvé une petite animation qui vous montre ça un petit peu. Donc, vous avez les deux points ici qui sont les deux foyers. Donc, le premier foyer ici, le deuxième foyer là. Et vous voyez, là, on imagine qu'on pourrait avoir un crayon avec une espèce de corde qui relie les deux, puis on se déplace comme ça pour tracer notre ellipse. Puis, dans cette animation-là, c'est le fun parce que, tu sais, il y a deux segments, là, un segment bleu, un segment rouge. Donc, on voit bien, là, les deux chemins. Fait que toujours, là, mettons en bleu, c'est la distance qui va du point jusqu'au premier foyer. La distance en rouge, c'est la distance qu'il y a entre le point et le deuxième foyer. Puis ici, vous voyez en temps réel qu'est-ce qui se passe. Fait que la longueur de la ligne bleue, elle va changer. La longueur de la ligne rouge aussi. Des fois, la ligne bleue est plus longue. Des fois, la ligne rouge est plus longue. Ça dépend. Ok, mais si on regarde la somme des deux lignes, là, vous voyez que ça donne toujours quelque chose qui est constant. Okay. Puis, mettons, dans cet exemple-là ici, si on regarde les chiffres, là, si on voit que, par exemple, la longueur totale de la corde, c'est égal à 10. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, par exemple, si je me demandais c'est quoi le demi-grand axe de cette ellipse-là, sachant que la longueur totale là, la longueur totale de la corde, c'est 10. C'est quoi le demi-grand axe de l'ellipse? Ben, la réponse, ce serait 5. Okay. Pourquoi? Parce que, en fait, cette constante-là, ici, on disait juste, là, il faut que la somme des deux distances aux deux foyers va donner une constante. OK. Mais c'est quoi cette constante-là? On comprend que c'est la longueur de la corde, mais à quoi ça correspond? Ben, ça correspond à ce qu'on appelle le grand axe. Ça correspond à la largeur totale de votre ellipse. Okay? C'est sûr, parce que si on prend par exemple un monstre que le crayon il est ici, comme ça arrive là, une fois de temps en temps dans l'animation, ben en fait, là, si on part de ce point-là, puis qu'on trace deux lignes qui vont jusqu'aux deux foyers, ben, la première ligne va partir du point puis aller jusqu'à ce point-là. La deuxième ligne va partir du point puis aller jusqu'à ce point-là. Fait que c'est sûr que si on fait la longueur de cette ligne-là, plus la longueur de cette ligne-là, ça va donner la même chose que la largeur totale de notre ellipse. Okay? Fait que la fameuse constante, c'est la largeur totale de l'ellipse qui s'appelle le grand axe. Mais vous allez voir que nous, quand on écrit les équations, c'est plutôt le demi-grand axe, donc la moitié de cette largeur-là. Qu'on appelle bon ça, le demi-grand axe. Nous, dans les équations, là, comme je disais, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on va définir la variable qui s'appelle A, qui correspond bel et bien là, au demi-grand axe, donc la moitié de la largeur de l'ellipse. Okay. Fait que pour décrire correctement une ellipse, on a besoin de deux choses. Okay? On a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le demi-grand axe, comme on vient de le définir ici. Puis le deuxième paramètre qu'on a besoin, c'est un paramètre qui s'appelle l'excentricité. Donc l'excentricité, c'est uniquement un chiffre. Il n'y a pas d'unité. Fait que c'est pas des mètres, c'est pas des unités astronomiques, c'est juste un coefficient. Fait que c'est un chiffre. Okay? C'est toujours un chiffre qui est situé entre 0 et 1. Fait qu'une excentricité négative, ça se peut pas. Une excentricité plus grande que 1, ça se peut pas non plus. C'est toujours un chiffre là, qui est situé quelque part entre 0 et 1. Okay. Puis, qu'est-ce que ça représente exactement l'excentricité d'une ellipse? Ben, l'excentricité d'une ellipse, c'est une mesure, si vous voulez, de son taux d'aplatissement ou de son degré d'aplatissement. Okay, ici, vous en avez quelques valeurs là, en référence. Ce qui arrive, c'est que plus que l'excentricité elle est grande, en fait, plus qu'elle va se rapprocher de 1, plus que ça va correspondre à une ellipse qui est aplatie. Et au contraire, là, plus que l'excentricité est faible, donc plus qu'elle se rapproche de 0, plus que ça va correspondre à une ellipse qui n'est pas aplatie. En fait, ça pourrait même ressembler à un cercle. Okay. J'ai une petite animation que j'avais trouvée là, sur internet que je vais vous montrer. Donc c'est ça ici. Fait que vous avez une ellipse qui est tracée là, en rouge. Un des deux foyers, c'est le soleil, un point un petit peu plus brillant. L'autre point, c'est ce qu'on appelle le foyer secondaire. C'est juste un X comme ça, un point là, mathématique dans l'espace. Il y a une petite planète, ça pourrait être la Terre, là, qui peut tourner autour du soleil. Okay, puis on voit la distance là, en temps réel. Mais regardez plutôt
l'ellipse qui est en rouge. C'est plus ça que je voulais vous montrer. Donc ici, il y a des petites espèces de scroll bars qu'on peut changer. Fait que vous voyez, l'excentricité, elle peut varier là, entre 0 et 1. Puis quand on varie l'excentricité, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça donne comme effet sur l'ellipse. Hein. Fait que c'est comme que je disais, plus que l'excentricité se rapproche de 1, plus que ça correspond à une ellipse qui est aplatie. Okay, même dans la simulation, on peut se rendre jusqu'à 0.99, donc quelque chose de très très aplati. Et au contraire, quand on a une excentricité qui se rapproche de 0, ben ça va tendre de plus en plus vers un cercle. En fait, une excentricité qui est exactement égale à 0, vous voyez qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux foyers sont exactement confondus en un même point. Okay. Et ben là, ça va juste être un cercle parfait. Okay. Fait que excentricité 0, c'est un cercle parfait. Une excentricité qui tend vers 1, ce serait juste quelque chose de très aplati. Mais n'importe quel chiffre là, entre 0 et 1, ça donne une ellipse qui est plus ou moins aplatie. Puis, ce qui est cool avec l'excentricité, c'est que ça vous donne un peu, c'est ça, comme je disais, l'espèce de degré d'aplatissement de votre ellipse. Et ça, c'est indépendamment de la taille de votre ellipse. Okay? Par exemple, ici, on peut changer le demi-grand axe de l'ellipse. Pour l'instant, c'est 40 unités astronomiques, mais on peut le réduire. On peut l'amener jusqu'à très petit, jusqu'à 4 unités astronomiques. Okay? Mais vous voyez que peu importe la dimension de l'ellipse, peu importe la valeur de son demi-grand axe, si je vous dis une ellipse qui a une excentricité de 0.8, par exemple, ça a toujours cette forme-là. C'est une ellipse qui a ce degré d'aplatissement-là. Okay. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, que son demi-grand axe soit petit ou gros, c'est pas grave, c'est tout le temps exactement la même forme de l'ellipse. C'est juste qu'elle est plus grosse ou plus petite de partout, mais elle conserve exactement la même forme. Okay. Fait que c'est comme deux paramètres qui sont, si vous voulez, indépendants l'un de l'autre. Le demi-grand axe vous donne plus la dimension, la grosseur de l'ellipse, puis l'excentricité, elle vous donne vraiment son niveau d'aplatissement. Donc, c'est plus un cercle, c'est plus quelque chose qui est aplati. Okay. Fait qu'en tout cas, ça aide à comprendre un petit peu à quoi correspondent ces deux variables-là. Puis en passant, juste là, ça va vous donner justement une idée de à quel point disons, les données de Tycho Brahe étaient précises, puis à quel point Kepler a fait une bonne job là, en analysant ça. C'est que c'est vraiment en analysant les données de Tycho Brahe que Kepler a compris, puis a déduit, puis a calculé là, que l'orbite des planètes autour du Soleil dans le système solaire, c'était des ellipses. Okay? Mais dans la vraie vie, là, les planètes autour, les orbites des planètes autour du système solaire, autour du Soleil, oui, c'est vrai que ce sont des ellipses, okay? Mais c'est des ellipses qui ont des excentricités très faibles, très petites. Regardez, par exemple, la Terre, l'orbite de la Terre autour du Soleil a une excentricité de 0,017. C'est extrêmement petit. Okay? C'est une excentricité qui est presque égale à 0. Puis on dit tout à l'heure, une excentricité égale à 0, c'est vraiment un cercle parfait. Fait que ça veut dire que l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est presque un cercle parfait. C'est pas exactement un cercle parfait, mais c'est presque un cercle parfait. C'est vrai pour toutes les planètes dans le système solaire. Okay. Les celles qui sont les plus excentriques, c'est Mercure et Pluton. Bon, Pluton, là, on considère plus vraiment ça comme une planète, mais disons Mercure. Okay. 0.2. Okay. Mais regardez ici le schéma. Ici, ce que vous voyez, c'est une ellipse qui a une excentricité de 0.25. Fait avec une excentricité de 0.25, ça ressemble presque à un cercle parfait. Okay. C'est à peine aplati. Okay? Fait que dites-vous là, que Mercure, qui est la planète la plus excentrique dans le système solaire, ben, elle a une orbite qui est plus circulaire que ça. Okay? Fait que, bref, ça veut juste vous montrer que les planètes sont elliptiques, là, mais très peu. Okay? Et c'est ça. Fait que ça vous montre à quel point Kepler avait très bien analysé ça de manière très précise, et ça vous montre aussi à quel point les données de Tycho Brahe étaient extrêmement précises, elles aussi. Okay. Ce que je veux faire maintenant, c'est faire un petit exercice avec vous. C'est un exercice qui est disponible sur mon site web. Vous pouvez le télécharger là, en PDF. C'est un document de 2 pages qui s'appelle l'exercice S05. Fait que c'est juste pour se pratiquer un petit peu là, à résoudre des petits problèmes d'ellipse, puis surtout tracer une ellipse, c'est ça qui est un petit peu plus difficile qu'on va faire dans quelques instants. Le premier côté de la page, c'est analyser une trajectoire orbitale. Donc je vous donne déjà une ellipse, puis je vous demande quelques petites questions. Ça se fait assez facilement. C'est le deuxième côté de la feuille qui est un petit peu plus difficile. Je vous donne des petites indications, puis avec ça, vous devez tracer vous-même correctement la trajectoire orbitale. Mais commençons par le plus facile. Fait que je vous donne déjà une trajectoire orbitale. Je vous dis, vous avez le Soleil, vous avez une trajectoire orbitale. Là, ça peut être une planète en orbite autour d'une étoile, ça peut être un astéroïde, une comète, peu importe. Là, mais vous avez quelque chose qui est en orbite autour d'une étoile avec la trajectoire elliptique que vous avez ici. Et je vous demande d'identifier sur ce schéma-là les points suivants, okay, qui peuvent représenter le centre, le périhélie, ainsi de suite. Okay, fait que c'est juste
question de vocabulaire, pour juste savoir c'est quoi. Donc le centre de l'orbite, ben c'est défini comme ça, tout simplement qui est le centre géométrique de votre ellipse, qu'on appelle le point C. Le périhélie, c'est quoi? Ben, le périhélie, c'est l'endroit sur votre orbite elliptique qui est le plus près de l'étoile ou le plus près du soleil. Le périhélie, ça vient du mot, c'est péri, ça veut dire proche, puis hélie, ça vient du mot hélios, là. Fait que périhélie, ça veut dire proche du soleil. Okay. Donc le point sur l'orbite qui est le plus proche du soleil, bien évidemment, c'est le point qui est ici. L'aphélie, c'est le contraire, c'est le point sur l'orbite qui est le plus loin du soleil. Donc c'est quand la planète là, va passer ici, qui va être le plus loin possible du soleil. On appelle ce point-là l'aphélie. Et sinon, il y a les deux foyers. Qu'on distingue là, généralement l'un de l'autre. Il y en a un qu'on appelle le foyer F, qui s'appelle le foyer principal, l'autre on l'appelle F', on appelle ça le foyer secondaire. Donc si c'est une ellipse juste mathématique, là, ben, il n'y a pas vraiment de différence entre le foyer principal et le foyer secondaire. Mais quand on est dans un problème d'astronomie, astrophysique, ben souvent le foyer principal, c'est le foyer sur lequel il y a un objet comme, mettons, le soleil dans ce cas-ci, ou une étoile. Okay, donc là, on l'appellerait le foyer F. Puis l'autre foyer, qu'on appelle le foyer secondaire, on sait qu'il est juste placé là de manière symétrique de l'autre côté du centre. Fait que si on regarde la distance qu'il y a entre le centre et le premier foyer, c'est 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Fait que 5 carrés de l'autre côté va nous donner la position du foyer F'. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est pour être capable de placer les différents points. Okay. Puis, il y a aussi des variables qui vont intervenir tout à l'heure dans les équations qu'on va développer pour décrire, c'est ça, les ellipses et tout. Fait qu'il y a premièrement le demi-grand axe, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc le demi-grand axe, c'est la moitié de la largeur totale de votre ellipse. Dans le schéma que vous aviez là, chaque petit carré mesurait 1 unité astronomique par 1 unité astronomique. Fait que je demandais en unité astronomique, c'est quoi le demi-grand axe de cette ellipse-là. Bon, on a chaque compter, c'est quoi la moitié de sa largeur. Fait que si on compte les carrés, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 carrés. Chaque carré vaut 1 unité astronomique. Donc ça va être directement 6 unités astronomiques. Okay. Ça, je demandais la variable qui s'appelle dp. Donc D indice P, c'est la distance entre le soleil et le périhélie. Donc on a tout simplement aller regarder c'est quoi la distance ici. C'est 1 carré, donc 1 unité astronomique. La distance là, entre ce qu'on appelle DA, c'est la distance qu'il y a entre le soleil et l'aphélie. Donc c'est entre ici et ici. On n'a qu'à compter, c'est 11 carrés, donc 11 unités astronomiques. Okay. Et si on voulait calculer l'excentricité de l'orbite, comment on pourrait faire? Ben, tout à l'heure, on a vu, là, je pense que je ne l'avais pas fait vraiment remarquer, là, mais l'équation pour l'excentricité est ici, qui s'est donnée dans votre livre. C'est E égale à FF' sur PA. Donc, c'est la distance qu'il y a entre les deux foyers. Et PA, c'est la distance qu'il y a entre le périhélie et l'aphélie. Et on peut l'écrire comme ça ou comme ça, parce que PA, c'est la distance qu'il y a entre le périhélie et l'aphélie. Mais la distance qu'il y a entre le périhélie et l'aphélie, c'est la distance qu'il y a entre là et là, ben ça correspond aussi à 2 fois le demi-grand axe. Ça correspond à 2 fois la moitié de la largeur, donc à la largeur totale. Okay. Fait que c'est ça. Fait que si on veut le calculer, on pourrait juste écrire la formule, je sais pas juste où l'écrire, on va l'écrire mettons ici. Là. Fait que l'excentricité c'est FF' sur PA, qui est la même chose que FF' sur 2A. Okay. Donc FF', c'est la distance qu'il y a entre nos deux foyers, donc la distance entre ici et ici. Donc si on compte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 de l'autre côté aussi. Fait qu'en tout, c'est 10 unités astronomiques. Et là, il faut diviser ça par PA. Donc PA, c'est la distance qu'il y a entre le périhélie et l'aphélie. Si on le compte, ça correspond à 12 unités astronomiques. Okay. Ou on aurait pu dire aussi que c'est égal à 2 fois A. Le A, c'est 6 unités astronomiques. Fait que 2 fois A, 2 fois 6, ça donne 12. Fait que ça revient évidemment au même. Okay. Puis comme vous voyez, les unités s'annulent. Là, nous, on a compté en unités astronomiques. On aurait pu compter en mètres ou en kilomètres, mais peu importe. C'est un rapport de 2 longueurs. Donc, c'est sûr que les unités vont s'annuler. Il va seulement rester un nombre. Hein. Fait qu'ici, là, ça donne 10 douzièmes. 10 douzièmes, c'est la même chose que 5 sixièmes. Si on calcule 5 sixièmes là, en manière décimale, là, ça donne 0.833 périodique. Okay. Fait qu'à 3 chiffres significatifs, on pourrait écrire 0.833. Okay. C'est ça, fait que ça vous montre un exemple de comment utiliser l'excentricité, puis comme vous voyez, ça donne un chiffre qui est sans unité, et c'est comme tout à l'heure, on avait dit, ça donne un chiffre qui est situé quelque part là, entre 0 et 1.
Donc tout fonctionne bien. Okay. Donc ça, c'est la partie relativement simple, c'était pas trop compliqué. La partie qui est un petit peu plus difficile, parce qu'il y a un petit quelque chose de spécial auquel il faut penser, c'est le deuxième côté de votre feuille où on vous demandait, là, voici un quadrillage avec des petits carrés qui mesurent chacun une unité astronomique par unité astronomique, et on veut tracer à l'échelle, de manière le plus précis possible, une orbite elliptique qui est définie par ces deux paramètres-là, qui a un demi-grand axe de 5 unités astronomiques et une excentricité de 0,6. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ça, c'est le point central de notre ellipse. On sait que le demi-grand axe, c'est la moitié de la largeur totale de notre ellipse. Fait que c'est sûr que si on part du centre, ben, on peut se déplacer du demi-grand axe de chaque côté. Ça va nous dire à quel endroit se trouvent les deux extrémités, si vous voulez, le gauche-droite de notre ellipse. 5 unités astronomiques, ça correspond directement à 5 carrés. Fait que si on part du centre, si mettons on va à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, ça on sait que ça va être comme l'extrémité gauche de notre ellipse. Et si on compte 5 carrés à droite, 1, 2, 3, 4, 5, ça on sait que ça va être la partie de l'extrémité droite de notre ellipse. Okay. Maintenant, comment on va la tracer notre ellipse? À quel point elle va être aplatie? Est-ce qu'elle va être, mettons, est-ce qu'elle va ressembler à ça, notre ellipse? Ça marche, hein? C'est les deux points, les deux positions extrêmes gauche-droite sont respectées. Mais qui nous dit qu'elle est aplatie comme ça, notre ellipse? Est-ce qu'elle est plutôt aplatie comme ça? On sait pas. Est-ce que c'est presque un cercle parfait? Donc quelque chose qui ressemble à ça? Okay. C'est ça qu'on veut tracer correctement. Puis comme c'est quoi cette information-là? Si vous en rappelez tout à l'heure, on avait vu que ça, c'est dans l'excentricité. C'est l'excentricité qui va nous dire à quel point notre ellipse elle est aplatie. Okay. Fait qu'on le sait en gros qu'une excentricité 0, ça correspond à un cercle parfait. Et une excentricité qui tend vers 1, ce serait quelque chose de très aplati. Là, ça ressemblerait, mettons, à quelque chose qui pourrait être comme ça, même plus aplati que ça. Okay. Fait que nous, on sait que c'est une excentricité ici qui est 0,6. Fait que tu sais, on sait que ce ne sera pas un cercle parfait, on sait que ce ne sera pas quelque chose de complètement aplati, mais ça va être quoi exactement? Comment on va faire pour le tracer? Ben, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Okay? C'est que là, je vais la tracer comme juste en attendant comme ça. C'est sûr que ce sera pas la vraie... Ouais, j'ai tracé un peu croche. Là. Ce sera pas la vraie réponse. Mais disons que, juste pour mettre les idées en place, là, disons qu'on... Alors, c'est ça va ressembler à quelque chose comme ça, notre ellipse. Okay? L'excentricité... Qu'est-ce que ça nous permet? Il y a des choses qu'on peut calculer avec ça. Parce que rappelez-vous, l'excentricité, on a dit tout à l'heure que l'excentricité, c'est égal à ff' sur PA ou ff' sur 2A, qui est égal à la même chose. Okay? Là, nous, avec les informations qu'on a, on connaît l'excentricité, puis on connaît le demi-grand axe. Fait qu'on est capable d'aller isoler dans cette équation-là la distance ff'. Donc, ff', ce serait égal à l'excentricité multiplié par 2A. Donc, notre excentricité, c'est 0,6. Et si on multiplie ça par 2A, A ça vaut 5. Fait que 2 fois 5, ça fait 10. Je peux bien écrire là, 2 fois 5. Là, pour, bon. Fait que 0.6 fois 2 fois 5, ça fait 0.6 fois 10. Ça donne donc 6. Okay. Puis là, c'est des unités astronomiques. Là, fait qu'on pourrait dire 6 unités astronomiques. Fait que ça veut dire que ff', la distance entre les deux foyers, entre le foyer F et le foyer F', c'est 6 unités astronomiques. Mais rappelez-vous, les foyers sont toujours situés à égale, de chaque côté, de manière symétrique, à égale distance de chaque côté du centre. Donc si entre les deux foyers, il y a 6 unités astronomiques, ça veut donc dire qu'il y en a un qui est placé 3 unités astronomiques à gauche, l'autre 3 unités astronomiques à droite. Fait que si on part du centre, puis qu'on compte là 1, 2, 3 carrés. Donc ici, on aurait un foyer et 3 unités astronomiques de l'autre côté, on aurait notre deuxième foyer. Okay. Dans la question, je disais de supposer que le soleil était placé à gauche. Donc ça, si c'est le soleil, mettons, qui est là, on pourrait supposer que ça, c'est notre foyer qu'on appellerait le foyer principal. On pourrait l'appeler F. Puis le point qui est ici, on l'appellerait le foyer F'. Okay. Fait que ça, c'est sûr qu'on est capable de faire ça. Fait qu'on est capable d'aller calculer, de trouver l'emplacement de nos deux foyers. On a utilisé l'excentricité pour ça. Ok, c'est correct. C'est un pas dans la bonne direction. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est quand on va tracer notre ellipse, là, on a déterminé tout à l'heure que les deux parties là, extrêmes, là, l'extrémité gauche, l'extrémité droite de notre ellipse, ce qu'il nous faut déterminer, ça va être quoi le point le plus haut puis le point le plus bas de notre ellipse. Fait que ce serait quoi comme la position de ce point-là, ou si vous préférez, là, ça va être à quelle hauteur, ou en tout cas, ça va être quoi la distance qu'il va y avoir entre le centre puis le point le plus haut de notre ellipse. C'est ça qu'on cherche. Si on est capable de trouver ça,
là, on va savoir notre ellipse va avoir quelle forme. Okay? Puis comment on peut faire pour trouver ça? Ben, il faut réfléchir un petit peu. C'est pour ça que je voulais vous le faire avec vous pour vous le montrer, parce que c'est pas nécessairement évident. Mais rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on avait dit. La définition d'ellipse, c'est tous les points pour lesquels la somme des deux distances là, aux deux foyers va donner une constante. Puis ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que cette constante-là, ça correspondait aussi à la largeur totale de votre ellipse, et la largeur totale de votre ellipse, c'est égal à 2a. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez n'importe quel point sur votre ellipse, mettons vous dites, là, on prend ce point-là, okay? Ben vous le savez que cette distance-là, plus cette distance-là, donc la somme des deux distances jusqu'aux deux foyers, cette ligne-là plus cette ligne-là, ça va donner égal à 2a. Okay? Fait que c'est sûr que si on prend un point qui est placé n'importe comment, les deux lignes ne seront pas égales. Il va en avoir une plus courte, une plus longue. On sait que la somme des deux, ça va être égal à 2a, mais les deux lignes vont avoir une longueur différente. Okay? Par contre, si on prend un point qui est vraiment aligné avec le centre ici, par exemple, si on prend ce point-là, puis on trace là, ça plus ça, okay? On sait que la somme des deux distances aux deux foyers va donner 2a, mais comme notre point est vraiment vis-à-vis le centre, ben là on sait que cette ligne-là va être exactement égale à cette ligne-là. Fait que si cette ligne-là est égale à celle-là, puis que celle-là plus celle-là donne 2a, ben là c'est sûr que nécessairement ça veut dire que cette ligne-là est égale à a, puis cette ligne-là est égale à a aussi. On n'a pas le choix. Okay? Et là ça devient intéressant parce que si on sait que cette ligne-là, donc la ligne qui est entre le foyer puis le point qu'on cherche, qui va être le point le plus haut de notre ellipse, qui est juste placé en haut du centre, on sait que c'est égal à A. A, pour nous, c'est 5 unités astronomiques. Fait que ça, on sait que c'est égal à 5 unités astronomiques. Puis on a calculé tout à l'heure que la distance entre nos deux foyers, c'était 6. Fait qu'on savait que la distance entre le centre et le premier foyer, c'est 3. Okay? Et ça, c'est un triangle rectangle. Donc là, vous l'avez. Fait que vous avez un triangle rectangle. Vous connaissez la base et l'hypoténuse. On cherche la hauteur de notre triangle. Okay. Là, sur mon dessin est mal fait là, parce qu'il n'est pas à l'échelle. Je ne savais pas encore où allait se trouver ce point-là, mais on comprend qu'on peut le trouver. Okay. Là, ici, c'est comme... Je m'étais arrangé pour que ça arrive juste. Là. Si l'hypoténuse de votre triangle, c'est 5 et que la base, c'est 3, bien évidemment, la hauteur, ça va être 4. C'est le fameux triangle, le rectangle 3, 4, 5. Okay. Si on le sait pas, puis mettons des chiffres qui n'arrivent pas juste, c'est sûr qu'on aurait pu le trouver. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, ben, si on fait 5 au carré moins 3 au carré, puis qu'on effectue la racine carrée de ça, bien évidemment, ça va nous donner la hauteur qu'on cherche, ça va nous donner 4. Okay. Donc ça veut dire que quand on va tracer notre ellipse, si on veut la tracer correctement, il faudrait que le point ici soit situé à 4 carrés. On va le faire tout à l'heure. Okay. Mais, ben gars, on peut bien le faire tout de suite. Ou non, parce que là, je vais faire quelque chose d'autre. Je veux dire, ça, c'est des chiffres. Okay. Mais si on le faisait plutôt en algèbre, okay, ce chiffre-là, le 5, ça correspond à quoi? Ça correspond à A. Okay. Donc on pourrait écrire là A au carré. Puis là, on soustrait ça ici. Le 3, c'est quoi? C'est la moitié de la distance. Ben, c'est la distance qu'il y a entre un foyer puis le centre. Donc, c'est la moitié de la distance FF'. Okay? Fait que ce serait FF' sur 2. Okay? Qu'on met au carré. Tout ça en racine carrée. Okay? Mais FF', ça va donner la hauteur ici. FF', c'est quoi? Ben, on a trouvé tout à l'heure que FF', c'est excentricité fois 2A. Okay. Fait que si on fait excentricité fois 2A, là c'est divisé par 2, ça va juste donner excentricité fois A. Donc ça, c'est égal à racine carrée de A au carré moins excentricité fois A au carré. Fait qu'évidemment, là, ça donne racine de A carré moins, on pourrait dire, le E carré, A carré. Les deux termes qui contiennent A carré qu'on pourrait mettre en évidence, hein, ça ferait racine de A carré par 1 moins l'excentricité au carré. Et racine de A carré, on peut le sortir de... Je vais calculer, là, racine carrée de A carré, ça donne A. Donc tout ça, ça donne A fois racine de 1 moins excentricité au carré. Okay. Et tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne la hauteur ici. Okay. Et cette hauteur-là, ça porte un nom, ça s'appelle le demi-petit axe, okay, qu'on appelle là, généralement B. Parce que ça vous donne là, c'est comme l'équation là qui a la relation qu'il y a entre le demi-petit axe et le demi-grand axe. Okay. Fait que vous voyez, ça fonctionne. Ici, on a fait le petit raisonnement avec des triangles, mais si on calculait ça directement, si on disait là, notre demi-petit axe, qui est un peu la distance là, entre le centre et le point le plus haut, c'est égal
au demi-grand axe. Fait que ce serait 5 fois racine de 1 moins l'excentricité au carré. Puis effectivement, si vous calculez le 1 moins 0.6 au carré, racine carrée fois 5, ça va donner directement 4. Okay. Donc voilà. Fait que tout ça, ça nous dit que si on veut tracer ça comme il faut, là, il faut s'arranger pour que... J'efface plein de choses. Là. Il faut s'arranger pour que notre point le plus haut soit à 4 carrés. 1, 2, 3, 4. On aurait ça comme ça. Et le point le plus bas va être à 1, 2, 3, 4 carrés. Ça va tomber presque dans mes calculs. Okay. Et là, maintenant que vous avez ça, là, vous êtes correct parce que vous savez c'est quoi les deux limites gauche-droite de votre ellipse. Vous savez c'est quoi les deux limites au bas de votre ellipse. Donc là, vous pouvez le tracer de la manière la plus précise possible. C'est sûr que ce ne sera pas super précis, mais bon, ça vous donne un peu l'idée. Vous savez que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Okay. Puis si on regarde notre triangle, là, il est bien tracé. Là. Ça mesure 3, ça mesure 4. Et évidemment, ça mesure 5. On fait un petit triangle, là, rectangle, 3, 4 et 5. Okay. J'avais tracé pour vrai, là, avec, en utilisant vraiment les ellipses là, dans PowerPoint. Là, la vraie ellipse, c'est ce qui est en rouge ici. Là. Fait que ça, oui, j'ai pas tracé, j'ai tracé ça à main levée, là, mais c'est ça, c'est vraiment la bonne ellipse là, qu'on a tracée. Okay. Voilà, fait que tout ce qu'on vient de discuter, okay, jusqu'à maintenant, tout ce qui est là, les excentricités d'une ellipse, grand axe, demi-grand axe, demi-petit axe, les foyers, la distance F', tout ça, ça fait partie de la première loi de Kepler, hein, qui décrit vraiment là, comme la forme elliptique des orbites. Mais il reste deux autres lois. La deuxième loi de Kepler, c'est quelque chose qui, encore une fois, Kepler a trouvé là, en analysant les données que Tycho Brahe lui avait remises. Et en fait, il s'était rendu compte, je vais juste changer la couleur, c'est ça. Il s'était rendu compte en fait que, lui de la façon qu'il l'a formulé, c'est comme ça, c'est qu'il a dit, imaginons qu'on a le Soleil puis les planètes qui sont en orbite autour. Imaginez que vous avez une ligne imaginaire là, qui relie la planète et le Soleil. Puis la façon que Kepler l'a formulé, c'est qu'il l'a formulé comme ça, sa deuxième loi, c'est qu'il a dit la ligne Terre, la ligne planète-Soleil va balayer des aires égales en des temps égaux. Okay. Qu'est-ce que c'est un peu bizarre à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est vrai que ça marche. Si on regarde là, la ligne ici qui relie la planète puis le Soleil, vous voyez qu'à chaque seconde, mettons, là, il y a une certaine aire qui est balayée par cette ligne-là. Et si on regarde l'aire de chacune de ces régions-là, ça va être la même chose. Okay. Mais c'est quand même un petit peu bizarre de la façon que c'est écrit. Ce que ça veut dire, tout simplement, là, c'est que la vitesse de la planète autour de l'étoile, autour du Soleil, c'est pas une vitesse qui est constante. Parfois, la vitesse va plus rapidement, parfois, la vitesse va plus lentement. Okay? Puis comme elle est sur une ellipse, ben, la distance entre la planète et le Soleil, c'est pas tout le temps la même chose. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus petit. Mais pour que toutes les aires soient égales en des temps égaux, ça implique que quand la planète est proche du Soleil, donc quand la ligne ici est petite, mais il faut que la planète elle aille plus vite pour parcourir quand même une aire qui va être quand même grande. Alors que quand la planète elle est plus loin du Soleil, c'est exactement le contraire. Si elle est loin, ça veut dire que la ligne est longue. Donc, ça veut dire que la planète ici, elle va aller plus lentement. Fait en allant plus lentement, elle va parcourir un petit peu moins de distance comme ça, mais comme la ligne est plus longue, ça va quand même faire en sorte que l'aire de cette région-là ici va être égale à l'aire de cette région-là ici. Okay. Fait que ça, la deuxième loi de Kepler, c'est de dire en fait que la vitesse des planètes autour du Soleil n'est pas constante. Des fois, les planètes se déplacent plus rapidement et des fois, les planètes se déplacent plus lentement. Okay. Kepler a remarqué ça. Okay. C'était comme... ça leur sortit là, de l'analyse des données de Tycho Brahe. Fait que oui, il savait que c'était ça, mais il savait pas pourquoi c'était comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Kepler, lui, a trouvé comment les choses étaient. Okay? Il savait comment les planètes étaient en orbite autour du Soleil, mais il ne savait pas pourquoi ça faisait ça. C'est vraiment juste Newton là, qui a compris à cause de la force de gravité qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais c'est ça. Fait, pourquoi c'était comme ça? Kepler n'avait aucune idée. Il avait juste remarqué que c'était comme ça. Toutes les planètes faisaient ça. Toutes les planètes allaient des fois plus vite, des fois moins vite, de manière à ce que la ligne, planète-soleil, balaie des aires égales en des temps égaux. C'est juste ça qu'il a dit. Il comprenait pas pourquoi. Il a juste remarqué que c'était ça. Okay. Mais même s'il n'a pas réussi à expliquer pourquoi c'était comme ça, c'est pas grave, c'était déjà une super belle découverte parce que ça venait
entre autres, là, expliquer pour la première fois le phénomène de la préférence zodiacale. Rappelez-vous, si on en avait parlé un petit peu aussi, là, je pense à la section S3, qu'on avait dit, là, il y avait deux grands mystères là, que les Mésopotamiens avaient observés. Il y avait les épisodes de rétrograde, les planètes qui semblaient reculer pendant un certain temps dans les constellations avant de poursuivre leur chemin. Et il y avait la préférence zodiacale. La préférence zodiacale, c'était le fait que les planètes semblaient passer plus de temps dans certaines constellations et moins de temps dans certaines constellations. Et ça, avant Kepler, il n'y a personne qui avait réussi à l'expliquer ou à donner une explication satisfaisante de ça. C'est vraiment Kepler le premier qui a réussi à donner une explication. C'est parce qu'il dit justement, ben, c'est parce que c'est facile. Il dit la vitesse des planètes n'est pas constante autour du Soleil. Des fois, elles vont plus vite, des fois, elles vont moins vite. Fait que c'est sûr que si nous, on observe les planètes qui se déplacent autour du Soleil, on va les voir se déplacer dans les 12 constellations du zodiaque. Mais comme elles vont pas à vitesse constante, ben c'est ça. Si elles vont des fois plus rapidement, des fois plus lentement, ben nous, quand on va les regarder, elles vont sembler passer plus de temps dans certaines constellations, puis moins de temps dans certaines constellations quand elles vont aller plus vite. Puis là, quand elles vont plus lentement, elles vont passer plus de temps dans certaines constellations. Puis là, quand elles vont plus vite, elles vont passer moins de temps dans certaines autres. Fait que c'est vraiment pour la toute première fois qu'on avait compris pourquoi il y avait une préférence zodiacale. Tous les gens qui ont précédé Kepler, là, eux pensent encore que les orbites c'était des cercles parfaits à vitesse constante. Puis des cercles parfaits à vitesse constante, ça reproduisait pas la préférence zodiacale. Okay. Donc c'est ça. Ça c'était pour la deuxième loi de Kepler. Okay. C'est ça, c'est sûr qu'avec la deuxième loi de Kepler, encore une fois, là, il y a plein de formules qui viennent avec ça, puis qui décrivent là les variables, les distances, le fait que la vitesse est pas constante tout le temps, des fois elle est plus grande, des fois elle est plus petite. Okay? Fait que dans votre livre, là, vous avez plusieurs formules que je vais vous montrer maintenant. Je vais pas tenter de les démontrer avec vous. Okay? Dans le livre, elles sont démontrées. La démonstration comme telle des formules, c'est intéressant, vous pouvez la regarder, mais ce sera pas... c'est comme pas vraiment partie de la matière. On va pas vous demander de prouver ces formules-là. Vous allez devoir les utiliser pour faire des calculs, les utiliser correctement, savoir quelle variable et quoi, tout ça. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin de les prouver, ces formules-là. Fait que moi, je vais juste les regarder vite avec vous, puis je vais vous faire remarquer certaines petites choses, et comment interpréter en fait un peu ces formules-là. Donc les deux premières formules concernent les distances, dA et dP. C'est la distance là qu'il y a entre le Soleil et l'aphélie, dP c'est entre le Soleil et le périhélie. Et vous voyez que chacune de ces deux distances-là, à la base, c'est le demi-grand axe, okay, qui est A, auquel on va multiplier par une espèce de facteur de correction, si vous voulez. Et dans le cas de l'aphélie, le facteur de correction par lequel on multiplie, c'est 1 plus l'excentricité. Rappelez-vous, l'excentricité, c'est toujours un chiffre qui est situé entre 0 et 1. Fait que, bref, là, ce facteur-là, ça va être un chiffre qui va être entre 1 et 2. Okay? Et ici, vous voyez que pour la distance au périhélie, on prend le demi-grand axe, mais on multiplie ça par 1 moins e. Fait que comme l'excentricité est un chiffre entre 0 et 1, ben le facteur 1 moins e, ça va être un chiffre qui est situé entre 0 et 1. Okay? Fait que bref, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, quand on prend le demi-grand axe, qu'on multiplie par 1 plus e, c'est qu'on le booste, on le fait grossir d'un certain nombre, alors que quand on le multiplie par un facteur 1 moins e, ben on le diminue. C'est sûr, parce que si vous regardez sur un schéma, c'est sûr que la distance entre le Soleil et l'aphélie, ça va toujours être un petit peu plus grand que la distance qui correspond au demi-grand axe, parce que le demi-grand axe, ce serait la distance qu'il y aurait entre le centre et l'aphélie, par exemple. Fait que c'est sûr que la variable dA va toujours être un petit peu plus grande que A, et au contraire, la variable dP, qui est la distance là, entre le Soleil et le périhélie, ça va toujours être un petit peu plus petit que le demi-grand axe. Okay. Ce facteur-là, le 1 plus e puis le 1 moins e, on va les retrouver aussi dans les vitesses. Okay. Donc le facteur 1 plus e, c'est vraiment comme un boost, là, si vous voulez. Puis 1 moins e, c'est un facteur qui va juste diminuer. Okay. C'est ce qu'on a ici. C'est ça. Puis sinon, ça c'est pour les distances. Okay. Et tout à l'heure, on a dit là, les planètes vont plus vite quand elles sont proches, elles vont plus lentement quand elles sont loin, c'est vrai. Okay. Mais combien de fois plus vite elles vont? En fait, elles vont aller autant de fois plus vite que le rapport de leur distance. Okay. Donc ici, vous voyez que, en fond, tout simplement, le rapport des vitesses est égal au rapport des distances, mais c'est le rapport inverse. Hein. La vitesse au périhélie sur la vitesse à l'aphélie est égale à la distance à l'aphélie sur la distance au périhélie. Fait que c'est normal que les indices soient inversés. T'sais, on a P sur A, puis ici c'est A sur P. Pourquoi? Parce que les deux trucs, là, la vitesse et la distance, sont inversés.
à chacun des deux points. Dans le sens que quand vous êtes au périhélie, par exemple, vous avez une grande vitesse, mais une petite distance. Et au contraire, quand vous êtes à l'aphélie, vous avez plutôt là, une grande distance et une petite vitesse. Okay? C'est pour ça que les rapports sont inversés. Fait que dans cette fraction-là, VP est plus grand que VA. Fait que cette fraction-là, c'est une fraction qui est plus grande que 1. Et de l'autre côté, ben encore là aussi, il faut que la fraction soit plus grande que 1. Il faut qu'elle soit égale. Fait que c'est pour ça que dans cette fraction-là, c'est le DA qui est au numérateur, parce que DA est plus grand que DP. Fait que cette fraction-là est plus grande que 1. Cette fraction-là est plus grande que 1. Puis c'est exactement le même rapport. Ça veut dire que si, je sais pas, là, si, mettons, quand la planète est à l'aphélie, si elle est exactement, je sais pas, là, 5 fois plus loin que quand elle est au périhélie, mais elle va aller exactement 5 fois plus lentement aussi. C'est le même rapport qu'il y a entre les vitesses et entre les distances. Okay. C'est ça. Ici, on a les formules qui nous indiquent là, les vitesses extrêmes. Donc, la vitesse au périhélie, qui est la plus grande vitesse, et la vitesse à l'aphélie, qui est la plus petite vitesse. Puis, encore une fois, vous voyez, on retrouve les espèces de petits facteurs là, que j'appelais de boost. Là, tout à l'heure, le 1 plus E, c'est ça qui fait comme ça multiplie ce qu'on a ici par un chiffre qui est un petit peu plus grand que 1, alors que ça ici, c'est un chiffre qui est un petit peu plus petit que 1. Okay. Donc, ici, VM, c'est la vitesse moyenne. Donc, ce que ça dit, c'est que quand la planète se déplace autour du Soleil, elle a une vitesse moyenne. On sait que des fois, elle augmente un petit peu, des fois, elle diminue un petit peu. Il y a une vitesse moyenne. Okay? Puis, au périhélie, c'est là qu'on a la vitesse qui est la vitesse maximale. Fait que c'est la vitesse moyenne fois le facteur qui est un petit peu plus grand que 1. Et au contraire, à l'aphélie, c'est la vitesse qui est la plus petite possible. Donc, c'est la vitesse moyenne fois un facteur qui est un petit peu plus petit que 1. Okay. Puis en passant, la vitesse moyenne, on ne l'a pas encore définie, elle va être définie à la prochaine acétate, mais on peut quand même juste, d'après les formules ici, on peut quand même voir que la vitesse moyenne, ça correspond tout simplement à la moyenne des deux vitesses extrêmes. Parce que si on fait là VP plus VA sur 2, donc on fait la moyenne des deux vitesses, donc on fait la moyenne de deux chiffres, on fait la somme des deux divisé par 2, ben si on regarde algébriquement, si on fait VP plus VA sur 2, ben VP c'est VM fois 1 plus E, VA c'est VM fois 1 moins E. Si on additionne tout ça ensemble puis qu'on distribue là, toute sa cellule, ça donne 2V. Puis on divise ça par 2. Fait que 2VM sur 2, ça donne VM. Okay. C'est vrai pour les vitesses. Puis en passant, je l'ai pas dit tantôt, mais c'est exact, c'est vrai aussi pour les distances. C'est-à-dire que si on fait la moyenne des deux, là, si on fait DA plus DP sur 2, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner le demi-grand axe. On le voit algébriquement, c'est exactement la même chose là, que ça ici. Puis même, on le voit super bien par le schéma, parce que, tu sais, ça c'est DP, ça, la grande ligne, c'est DA. Fait que si on fait DP plus DA, ça donne le grand axe au complet. Puis si on divise par 2, bien sûr que ça va donner le demi-grand axe. Hein, ça dit le demi-grand axe, c'est la moitié du grand axe. Puis si on fait DP plus DA, ça donne le grand axe au complet. Fait que juste sur le schéma, on le voit super bien. Mais algébriquement, on le voit bien aussi. Okay. Pour les vitesses, c'est pas facile à voir sur un schéma, mais algébriquement, on le voit que ça fonctionne bien. Fait que ça vous montre encore que les vitesses puis les distances, ils ont les mêmes genres de facteurs multiplicatifs. Et c'est pour ça que les rapports ici sont égaux. Okay. Voilà. Puis finalement, la dernière équation qui est reliée à la deuxième loi de Kepler, elle est un petit peu plus difficile à trouver. Là. Quand vous regardez, si vous regardez la démonstration, vous allez voir c'est un petit peu plus de travail. Mais ça nous permet de trouver l'équation pour la vitesse moyenne. Okay. Donc si vous connaissez le demi-grand axe d'une ellipse et sa période, T, là, c'est la période c'est le temps que ça prend pour faire un tour complet. Donc si vous connaissez le demi-grand axe, la période et l'excentricité d'une ellipse, vous êtes capable de calculer sa vitesse moyenne. Okay. Donc ça dépend de l'excentricité qui est au carré, toute cette parenthèse-là exposant moins une demi, fait que ça fait beaucoup de calculs. Il faut juste faire attention pour ne pas se mélanger quand on pitonne ça sur notre calculatrice. Mais c'est l'équation qui nous permet de calculer la vitesse moyenne là, sur l'ellipse. Okay. Fait que toutes les formules qu'on vient de voir, là, puis le fait que la vitesse change, fait que tout ça c'est comme inclus dans la deuxième loi de Kepler. Et la troisième et dernière loi de Kepler, ça c'est une équation, c'est plutôt une loi qui est comme un peu purement mathématique, okay, même plutôt même numérique. Okay. Ça c'est dans le fond Kepler qui a regardé les données de Tycho Brahe, qui étaient très précis, on le rappelle. Et fait que dans le fond, Tycho Brahe avait noté
ok, c'est probablement là, les périodes de chaque planète. Donc ça prenait combien de temps à chacune des planètes de faire le tour du Soleil. Puis c'est ça. Donc il y avait aussi noté les positions qui avaient permis de trouver bon les distances, les demi-grands axes, tout ça. Et Kepler, ça vous montre à quel point il était bon pour faire des liens entre les chiffres, là. C'est qu'il a remarqué que quand on exprimait les périodes des planètes en années et qu'on exprimait les demi-grands axes des planètes en unités astronomiques, quand on faisait ces unités-là, il a remarqué que si on mettait la période des planètes au carré, ça donnait toujours le même nombre que quand on mettait les demi-grands axes des planètes exposant 3, donc au cube. Okay. Comment il a fait pour remarquer ça? Honnêtement, je sais pas. Okay, ça vous montre à quel point il était bon là, en mathématiques. Puis sûrement qu'il faisait des espèces de calculs mentaux dans sa tête, puis il voyait des liens, des proportions, puis des rapports entre des chiffres. Là. Mais il était capable de trouver ça, juste en observant comme ça des chiffres, il a dit « Hey, il me semble que, ben oui, toi, regarde dans ça, t carré est égal à A3. » C'est vraiment juste comme ça qu'il l'a remarqué. Puis il a raison, c'est vrai que ça fonctionne. Si on regarde vous allez sur Internet, vous regardez là, à la fin de votre livre, là, les demi-grands axes et les périodes de chaque planète dans le système solaire, vous allez voir que oui, c'est vrai. Là, si on met les périodes en années, puis qu'on les met au carré, puis qu'après ça, on prend les demi-grands axes qu'on exprime en unité astronomique, puis qu'on les met exposant 3, ben oui, ça fit. C'est vrai que c'est tous les mêmes chiffres pour toutes les planètes. Fait que Kepler, c'est ça qu'il a remarqué. Okay. Encore une fois, je rappelle que il a remarqué ça. Okay. Il savait pas pourquoi c'était comme ça. Il n'y avait pas d'explication. Il s'est dit, je sais pas pourquoi c'est ça? Pourquoi est-ce que les périodes des planètes au carré sont égales aux demi-grands axes des planètes exposant 3? Je sais pas. Mais j'ai juste remarqué que c'est ça, puis ça marche pour toutes les planètes. Fait que c'est ça que Kepler a fait, c'est qu'il a vraiment analysé là, bien précisément, puis bien en détail les données de Tycho Brahe. Il a remarqué des choses dans les chiffres, il a remarqué des patterns, il a remarqué, tu sais, que la forme des ellipses était il a remarqué que la forme des planètes la forme de l'orbite des planètes était des ellipses. Il a remarqué que les vitesses changeaient d'une façon bien précise, avec des rapports bien précis. Il a remarqué qu'il y avait des liens là, directs là, entre la période puis les demi-grands axes, mais il ne savait pas pourquoi c'était comme ça. Okay. Le pourquoi c'était comme ça, on va le comprendre juste quand on verra la force de gravité dans la prochaine vidéo, là, le S05B. Okay. Mais déjà, même s'il ne comprenait pas pourquoi c'était comme ça, puis qu'il n'était pas capable de fournir une explication, une justification de pourquoi c'était comme ça, juste déjà d'avoir tout compris que les orbites des planètes fonctionnaient de cette manière-là, ça a été un succès énorme. Puis entre autres, c'est la première fois que le modèle était très précis. En fait, là, avec toutes les trois lois de Kepler combinées, l'écart entre les résultats attendus et les observations était inférieur aux incertitudes de mesure. C'est-à-dire que la théorie là, était plus précise que la précision des appareils de mesure. Dans le fond, les appareils de mesure étaient même pas comme assez précis, si vous voulez, pour aller comme prendre en défaut la théorie. Tu sais, la théorie était, ça veut dire qu'elle était vraiment très précise. Ça revient à dire ça. Okay. Puis rappelez-vous, avant ça, donc avant que Kepler comprenne que l'orbite des planètes était des ellipses, c'est quoi les deux modèles qu'on avait auparavant? C'était le modèle géocentrique et le modèle héliocentrique, le modèle de Ptolémée et le modèle de Copernic. Puis comme on avait déjà discuté à la section S3, je crois, c'est que malheureusement, le modèle de Ptolémée et le modèle de Copernic, les deux modèles avaient la même précision, qui était plus ou moins 5 degrés. Donc les deux modèles étaient capables de prédire la position d'un astéroïde dans le ciel à plus ou moins 5 degrés. Puis comme il n'y avait aucun des deux modèles qui était plus précis que l'autre, ben là, les gens, c'est ça qui a fait en sorte que ça a été bien long avant qu'on tranche là, à savoir qu'est-ce qui est au centre du système, sur la Terre, sur le Soleil, qu'est-ce qui tourne autour de quoi, parce que les deux modèles étaient tout aussi précis. Okay. Mais là, une bonne fois pour toutes, là, Kepler, lui, il arrive, puis il dit « Ok, c'est bon, j'ai analysé les données en détail, je sais comment ça fonctionne, c'est vraiment le Soleil qui est au centre, les planètes sont en orbite autour, et avec son modèle, là, on a quelque chose qui est précis, là, qui est beaucoup plus précis que ça. C'est plus précis que les incertitudes de mesure. Fait que peut-être que lui, là, dans Kepler, c'était précis à plus ou moins 0.001 degré ou quelque chose comme ça. C'était extrêmement précis. Okay. Donc là, ça a vraiment comme confirmé que, ok, là, lui, il a vraiment tout compris. Fait qu'il a raison, c'est vraiment des ellipses, le Soleil est au centre, tout ça. C'est bon, ça venait prouver... ça venait vraiment dire que Kepler avait raison. Okay. Fait que voilà, on va arrêter ici pour cette
cette première vidéo-là. Et fait qu'on a vu le comment. Fait qu'on sait comment maintenant les planètes sont en orbite autour du Soleil. On sait comment, tu sais, que leur vitesse change, leur distance change, tout ça. Mais pourquoi c'est comme ça, pour l'instant, on le comprend pas. C'est à la prochaine vidéo qu'on va le comprendre. C'est vraiment avec Newton, qui va être la loi de gravité. C'est vraiment la loi de la gravité, les forces de gravité qu'il y a entre le Soleil et les planètes, qui vont expliquer tous les comportements qui sont que Kepler avait trouvés. Donc, mais voilà, c'est tout pour maintenant. Bonne journée, à la prochaine.